Sapori rencontre un producteur insulaire, viticulteur, maraîcher, apiculteur, éleveur, horticulteur, cultivateur, ostréiculteur, arboriculteur. Ils sont tous là dans Sapori sur Alta Frequenza, aux côtés du chef David Mezzaki, qui s'amuse avec les produits pour les mettre dans vos assiettes. Sapori, une émission présentée par Frédéric Bertocchini et David Mezzaki. Salut chef. Salut, comment vas-tu? Ça va très bien David, et toi? Oh, très bien, j'aurais pu vouloir un petit café, mais apparemment on ne veut pas nous le servir. Oh bon, après l'émission. Nous avons invité cette semaine Sébastien Monard, qui était également avec nous la semaine dernière. Salut Sébastien. Salut. On rappelle, l'Ortita Veracci dans la Gravonne. Un jardinier, attention. Un jardinier. Fais gaffe à ce que tu dis. Oui, on sait jamais. Un jardinier qui nous propose de bons fruits et légumes bio. Alors justement, on peut parler bien de ces produits bio cette semaine. L'Interbio Corse. Sébastien, l'Interbio Corse. Alors, l'Interbio Corse, c'est une association. Interbio Sivam, c'est pareil. Ça s'appelait Sivam avant, maintenant ça d'accord. s'appelle Interbio. Mais dans l'esprit de beaucoup de personnes, c'est encore le Sivam Bio. L'Interbio Corse, donc, c'est une association qui fait normalement du conseil, de l'accompagnement auprès des producteurs bio. Pas d'obligation d'y adhérer, mais c'est un réseau en fait. Et donc ils défendent nos intérêts. Et ils ont des actions de communication, de promotion, d'accompagnement, de conseils techniques. Il y a des techniciens et puis ils nous mettent en relation les uns les autres parce que par le biais de formation, moi c'est là que j'ai rencontré les autres producteurs. Là par exemple, en mois de juin, j'ai fait une journée porte ouverte qui s'est vraiment super bien déroulée et c'est par leur biais que ça a été organisé. J'en organise une partie avec eux, mais ils sont derrière, c'est eux qui chapeautent ça. Et c'est important, c'est un organisme qui est important pour moi parce que voilà, on a besoin d'exister, on a besoin de se regrouper pour exister. Seul dans mon coin, je vais crier, lever les bras, mais je ne vais pas faire grand-chose. Et pour avoir une voix, parfois, il faut pouvoir se regrouper. Et par le biais de cet organisme, voilà, c'est ma famille professionnelle. Justement, qu'est-ce qui change concrètement? Là, je vais poser la question de monsieur tout le monde qui connaît peut-être pas forcément les subtilités des produits bio ou non bio. Dans le cahier des charges, concrètement, pour être un producteur bio, qu'est-ce qu'il faut, grosso modo, respecter? Alors, on s'engage à ne pas utiliser d'engrais de synthèse. On s'engage à ne pas utiliser de pesticides, de fongicides, de synthèse. Donc, pas de... Les gens vont dire les produits chimiques sont mauvais pour la santé. D'abord du producteur, parce qu'on est en contact avec et il n'y a plus de doute sur le fait qu'il y a des surcroîts de mortalité à cause de ces produits. Et puis pour le consommateur, il y a de fortes suspicions du fait que de manger tous les jours des produits qui soient recouverts d'un ensemble de produits qui vont s'accumuler dans l'organisme parfois. Mais bon, ça, c'est-à-dire qu'on a manque de recul parce que finalement, dans l'histoire de l'humanité, ça fait pas si longtemps que ça qu'on utilise ces produits. Surtout qu'on ne sait pas tous les produits forcément qui sont dedans. Est-ce qu'on sait tout? Voilà la question. Le peu qu'on sait déjà, ça fait peur. Ouais. Et puis après, il y a toujours, parce que normalement, on a des seuils à pas dépasser. Il y a quand même les conventionnels ont des réglementations. Mais si même eux se mettent à tricher, du coup, qui dépassent ces seuils, enfin, c'est compliqué. C'est des problèmes complexes. On ne pourra pas tout développer ici. Est-ce que quand on a une maladie, on est obligé de traiter? Ça dépend le type de culture qu'on a choisi. Quand on fait de la monoculture sous serre intensive, oui, ça va de pair parce qu'on a des objectifs de rentabilité. Et quand on a des objectifs de rentabilité, qu'on a fait des investissements lourds, je comprends qu'on a envie que ça rentre et c'est maîtrisé, c'est de la technique pure. Je vais planter la tomate, je vais mettre tant d'engrais dedans, je vais mettre tel produit à tel moment et je sais ce qui va sortir à peu près au bout. Et encore, c'est pas une science exacte, parce que même eux, ils se ramassent des gaëls. Mais ça pousse, même chez nous encore, ça peut arriver. C'est des sacs qui arrivent de Hollande, paf, on met le pied de tomate dedans, ils poussent dans une substance qui ressemble à la laine de roche, je crois. Enfin, c'est inerte. Et il y a des petits tuyaux en plastique qui viennent dedans, il y a une salle de contrôle, paf, on envoie les produits, la fertilisation est faite, et ça se passe comme ça. En écoutant Sébastien, je ne sais pas si tu es d'accord, David, mais j'ai l'impression que l'expression on creuse sa tombe avec ses dents prend tout son sens. Hein. Ah oui, totalement. Ça fait presque peur, finalement. Moi, ce que tu manges, je te dirai ce que tu deviendras. Moi, ce qui me choque, c'est des choix. Ce qui me choque, c'est qu'il n'y a pas de transparence là-dessus. Moi, j'ouvre les portes de mon exploitation, il n'y a pas de souci, les gens peuvent venir voir. Après, dire qu'on n'utilise rien en bio, ce serait mentir. On utilise la bouillie bordelaise. La bouillie bordelaise, c'est pas non plus un produit qu'on peut boire au biberon. Qu'est-ce que c'est de la bouillie bordelaise? C'est du sulfate de cuivre. C'est un produit qu'on utilise en préventif pour protéger contre certaines maladies. Que en préventif. C'est pas d'une efficacité absolue.
Mais moi, j'essaie de l'utiliser le moins possible, de trouver des alternatives. C'est pour ça qu'on se forme sur les préparations à base de plantes, pour essayer de voir si on ne peut pas faire autrement. Et il y a le soufre aussi qu'on utilise en préventif contre des champignons. Et, Comme pour la vigne, en fait. Comme pour la vigne. Mais on a des seuils à pas dépasser. Et je pense que dans toute ma vie d'agriculteur, j'atteindrai pas les seuils annuels. Est-ce qu'il est facile de tricher à un producteur qui se dit bio alors que est-ce qu'à la sortie, au produit final, est-ce qu'il y a un contrôle? Moi, je suis contrôlé 2 fois par an. Et alors oui, dans tout le domaine de la vie, on peut toujours tricher. La question, c'est est-ce que ça va pas finir par se savoir? Et c'est le cas. Je sais que sur Porto-Vec, il y a quelqu'un qui a été contrôlé. Il avait une parcelle en bio, qu'il avait déclaré en bio, et il faisait des légumes en conventionnel à côté, où il en rachetait, je crois, il vendait ça sur les marchés, il a eu un contrôle sur le marché, il s'est fait contrôler, il a perdu le label, et puis je pense que derrière, il y a eu la répression des fraudes. Ouais. Donc oui, il y a des contrôles, et il y a des contrôles qui sont effectifs sur des gens qui trichent. Donc ça veut dire que s'il y a des gens qui trichent et qu'on les repère, ça veut dire que le système est plus ou moins efficace. Après, le vaste débat du bio, le cahier des charges, est-ce qu'il est parfait, pas parfait, est-ce qu'il faut aller plus loin? Nous, avec l'Interbio Corse, on a un label qu'on a créé, qui s'appelle Bio di Corsica. Et dans ce label, donc, on reprend le cahier des charges du bio pour ce qui est de la production. Et en plus de ça, on impose on garantit que ce sont des produits corse, produits en Corse. Jusqu'à, pour certains produits, quand le plan, si on veut acheter le plan et qu'il est produit en Corse, il faut l'acheter en Corse. Et donc c'est déjà une avancée supplémentaire. Moi, ce label, on a participé aux réunions pour le créer. Alors, il est naissant, il n'est pas encore très connu, mais je profite d'être ici pour en parler. C'est une démarche supplémentaire. Et peut-être même qu'on pourrait aller encore plus loin dans l'avenir, des labels sur des micro-régions. La Corse est un bon élève du bio, finalement. C'est un bon élève du bio parce qu'on part de rien. À part sur la plaine orientale, finalement, on n'a pas de grande culture, on n'a pas de grande culture céréalière, on n'a pas d'épandage par avion. Donc, explique un peu ce que c'est l'épandage par avion. Il faut traiter des grandes surfaces. Donc on prend un avion, on met des produits chimiques dedans, on passe en avion et on épand. Et ça, chez nous, ça n'existe pas en Corse. Pas que je sache, peut-être sur les agrumes. Enfin, la plaine orientale, je ne connais pas. Il y a les grandes cultures en plaine orientale, les agrumes, il y a ceux qui a du maïs. Traditionnellement, oui, effectivement. Et après, moi, je connais plus le maraîchage. Et dans le maraîchage, de toute façon, ça ne se fait pas. Mais il y a quand même de l'épandage un peu massif. Et quand après, on est côté de zone d'habitation, ça devient problématique. Nous, en Corse, par exemple, là où je suis, je sais qu'il n'y a rien. De toute façon, il y a moi. Donc, c'est tout. Je ne peux pas être pollué par une source de pollution extérieure. En quelque sorte, notre sous-développement, entre guillemets, connu par le passé, aujourd'hui est une force. C'est un secteur en croissance. Je crois que jusqu'à présent, c'est 10% par an le bio en Corse. C'est pas mal. Ouais, c'est bien. Et puis, il y a peut-être un créneau à prendre aussi. Il y a un créneau à prendre. De toute façon, il y a des installations qui se font et que j'essaye de pousser et d'aider. Je sais qu'il y a 2 jeunes dans ma vallée qui sont en train de s'installer, qui vont se lancer. Et ils sont à fond. C'est pas une concurrence que je crains. Au contraire, il faut être plus nombreux. C'est des marges qu'on doit prendre sur la grande distribution, sur les gros producteurs. On va se quitter, Sébastien. David, dans un rendez-vous demain, toujours avec Sébastien. On ira vraiment dans son exploitation, comme on a pu le faire la semaine dernière, aller à la rencontre des herbes, notamment, qu'on peut plantes trouver. Sauvages, oui. Les plantes sauvages. La bœuf. Que l'on peut trouver à l'Ortita Verace. À domani. À demain. Et c'est tous les jours du lundi au vendredi à 11h15 en compagnie de David, bien sûr. Salut David. Comment vas-tu? On a Sébastien Bonardi avec nous de l'Ortita Verace depuis quelques jours maintenant. Salut Seb. Karatéka de sa région. Bonjour. Ah non, pas karaté. Ah non, pas karaté. Yosekan Budo. En tout cas, militant du bio, on l'a bien compris ces jours derniers. Alors aujourd'hui, on va, comme on a pu le faire d'ailleurs la semaine dernière avec les fraises et les tomates et les courges, on va s'intéresser un petit peu à ce qu'on peut trouver dans ton exploitation. Je ne sais pas si on peut employer ce mot comme ça, dans ton jardin plutôt. Ouais, c'est mieux, c'est joli. Dans ton jardin, puisqu'on trouve des herbes, notamment des herbes sauvages. En plus, en Corse, on a la chance d'avoir des variétés endémiques vraiment particulières et on trouve beaucoup de choses en Corse intéressantes. Et on a une biodiversité importante dans certains endroits du continent qu'on ne trouve plus, qui sont détruits, désertés. Nous, on a plein de plantes sauvages qui sont comestibles. Il y a des usages traditionnels. Je ne suis pas super calé là-dessus, mais je sais que moi, sur mon terrain, je me suis un peu intéressé à ça et il y a plein de choses qui poussent naturellement qu'on peut manger. Par exemple, la première qui me vient à l'esprit, la première que j'ai goûtée, c'est l'ortie, c'est assez connu. Et ça se mange? Et ça se mange en soupe, ça se mange cru, ça se mange... Il y en a qui font des sels, des beignets, il y a plein d'usages possibles. C'est vrai qu'on ne pense pas forcément manger des orties parce qu'on connaît le côté urticant de la chose. C'est urticant, effectivement, mais ça disparaît à la cuisson, à la dessiccation et même au frottement. C'est-à-dire qu'une feuille d'ortie, on la prend par-dessous, il n'y a pas de poil urticant dessous, on la frotte, on roule la feuille, ça y est, elle est plus urticante. Et en plus de ça, on a une variété, alors elle n'est pas endémique parce qu'on la trouve en Méditerranée, je crois en Ligurie, en Sardaigne, mais on a une variété, en tout cas en France, on la trouve qu'en Corse. Je me rappelle plus son nom, c'était le nom latin, j'ai regardé, mais bon, c'est toujours difficile à retenir le nom latin. Mais elle a un aspect assez un peu agressif, elle a des piquants, des espèces de verrues, elle est très urticante. Très verte. Mais elle est très verte, très bonne aussi.
Et justement, David, toi, tu as déjà fait au Bistrotel ou à l'Alte Ouverte une soupe à l'ortie, par exemple, tu as déjà fait? Oui, parce que moi j'ai été formé par Alain Apiet, qui est pareil, c'est une encyclopédie de la plante sauvage, et on a utilisé beaucoup de plantes sauvages. Bon, c'est un travail conséquent parce qu'il faut aller ramasser déjà, il faut connaître les plantes sauvages, ce qui n'est pas une mince affaire parce qu'il y a beaucoup de plantes qui se ressemblent. Qui ressemblent à l'ortie. Ou à l'ortie, ou au maceron, ou on disait tout à l'heure à la férule. La ciguë. Ouais, il y a certaines plantes, les ombellifères, il y a la ciguë qui est mortelle. Il faut faire attention, quoi. Il faut quand même. C'est comme pour les champignons. C'est peut-être pas. Il n'y a pas aussi autant de confusion possible, mais elles existent et il faut quand même un minimum s'intéresser et pas faire n'importe quoi. Après, il y en a certaines qui sont quand même vraiment facilement reconnaissables. C'est le cas de l'ortie. Moi, il y en a une. Ma préférée de toutes, c'est l'amarante. L'amarante, elle a une histoire particulière. Elle vient d'Amérique du Sud. À la base, c'est les colons qui l'ont ramenée. Ah ouais. Parce que c'est une plante qui avait le goût de l'épinard. En Amérique du Sud, en Arizona, précisément, l'amarante réfléchie, celle qui va pousser dans les jardins. C'est la mauvaise herbe qu'on essaie d'arracher la feuille a le goût de l'épinard, en fait. Et la graine est comestible aussi. Les femmes la broyaient pour faire des galettes en Arizona. Et ça a été ramené, je pense, ils devaient se dire, on a trouvé un nouvel épinard. Je pense que ça n'a pas marché, par contre, elle a colonisé le monde entier. Mais il y a la carotte sauvage qui est l'ancêtre de la carotte. Ouais. Carotte sauvage que l'on trouve. Bon, il faut arriver vers novembre, décembre. Ça soit très humide quand même. Parce que quand c'est sec, bien entendu, ça ne sort pas. Il y a 3 angles. Les petites plantes vertes avec la clochette blanche. Très répandu, très bon. Avec des ours. On appelle ça comment ça? Moi, je toujours appelé ça des clochettes. Ouais, là, il y a 3 angles. Ça sent l'ail d'ailleurs, les fleurs, la plante et la tige comestible. Et ça aussi, c'est comestible. Ah oui. Il y a plein d'herbes sauvages comestibles. Il y a 3 angles. Icolione dioprite, pardon. Et l'herbe à baronne. L'herbe à baronne, il y a la latarée ou la tarande, donc c'est la latarée un peu plus grosse. Mais les grand-mères nous faisaient des soupes avec la latarée. Parce que bon, l'oseille sauvage. Et c'est quoi ces fleurs jaunes qui ont une espèce de vinaigrette à l'intérieur? Ça, il faut faire gaffe, c'est le pissenlit. Alors, c'est comme porte son nom, pissenlit, du pissenlit. C'est quand on a des problèmes à ce niveau-là, on mange cette plante-là et ça facilite. D'accord. Il faut faire attention. Il y a des plantes qui ont des vertus médicinales, énormément de plantes qui ont des vertus médicinales. Il y a l'ombilique de Vénus. L'ombilique de Vénus, je pense que tout le monde la connaît. Quand on monte au village, on trouve l'ombilique de Vénus dans les vieilles pierres. Dans les murs, ça pousse dans les murs, dans la roche. Et c'est très croquant, très acidulé. On dirait presque un bonbon. Et ça a la forme d'un nombril, c'est ça qu'on appelle l'ombilique de Vénus. On trouve une multitude de... L'ombril de Vénus, il est utilisé par les montagnards pour se faire des pansements et je crois qu'il utilise un peu en antiseptique. Ça a cette réputation-là en tout cas. Ah oui. En fait, tout est dans la nature. Tout est dans la nature. En bord de mer, on trouve le Christ marine. On en fait une huile essentielle aussi, le Christ marine. Nous, on la sert par exemple en salade sur un tartare de poisson, sur un tartare de Saint-Jacques. On fait cuire ça rapidement à l'eau salée, comme on cuit un haricot, tu vois. Mais on le laisse tendre et on le refroidit très rapidement pour garder de la couleur verte dans une eau très glacée. Et on sert ça sur un petit tartare de légumes ou sur une petite salade de fruits de mer. C'est vraiment sympa. Et on trouve tout ça chez toi à l'Orteta Verace ou... Certaines qu'il a citées, on les trouve. Il y en a même d'autres dont on n'a pas parlé. Il y en a plantain, beaucoup. Les plantains. Et tu les vends, tu les récoltes? L'amarante, le pourpier, je les récolte et je les vends. En fait, j'ai pas besoin d'essayer de les cultiver parce qu'à partir du moment où on sait où on va pousser, on les laisse pousser et on les récolte. Et j'essaie d'apprendre des nouvelles. Par exemple, certaines aromatiques qui poussent en montagne, j'aimerais bien arriver à recréer les biotopes pour les cultiver. C'est pas toujours facile, mais l'année, puis tu dois en avoir là où... J'en ai. En aromatique, c'est tout un monde. Entre les menthes, ce qui correspond à des marjolines sauvages, menthes aquatiques. Les menthes aquatiques, il y a énormément de plantes sauvages qui sont comestibles ou aromatiques ou médicinales. Et il y en a qu'on trouve couramment, qu'on va remuer un jardin. Quand on remue un jardin, là, le pourpier, ça pousse naturellement, ça sort. Même du thym, on en trouve quelquefois. La baronne, c'est endémique. C'est un thym endémique qu'on va trouver au-dessus de chez moi. Il y en a à partir de 1000 mètres. Il ne faut pas ramasser n'importe quoi, il faut faire attention. Hein. C'est réglementé, la cueillette sauvage est réglementée. Oui, d'accord. Ça, je ne savais pas. C'est-à-dire que monsieur tout le monde qui veut aller se faire une petite cueillette... Il y en a certaines qui sont protégées. Par exemple, avec des ours, je crois qu'encore s'il est protégé, on n'a pas le droit de le ramasser. Alors que dans certaines régions, j'en parlais avec une amie, dans la région de Grenoble, ils poussent de partout. Là, il y a 3 angles. Tu montes au Salard, sur les côtés de la route de monter au Salard, tu as une couverture. C'est une invasive. Sur l'auteur d'Ajaccio. L'auteur d'Ajaccio. Les auditeurs qui nous écoutent. C'est magnifique. Dans une soupe, c'est
super. On se quitte, messieurs. On va poursuivre cette discussion demain. On rappelle que Sébastien Bonardi est notre invité cette semaine vite, quand même, de l'Orteta Verace. Ouais, on parlera encore des herbes et puis des derniers produits qu'on peut trouver chez lui. Ensuite, vendredi, David, tu nous livreras ta recette de la semaine. À vendredi. À demain. À demain jeudi. Merci de nous rejoindre à 11h15 sur Alta Bregoine. Ça, comme tous les jours de la semaine, avec votre nouveau rendez-vous dans la nouvelle grille des programmes de votre radio Sapori avec David Mezzak. Salut David. Comment vas-tu? Très très bien. Comment ça va avoir faim là, hein? Ouais, c'est vrai que là, il va falloir aller du côté du bistroté pour aller manger un morceau à midi. Sébastien Bonardi est notre invité cette semaine. Salut Sébastien. Bonjour à tous les deux. De l'Orteta Verace, un jardinier militant, je dirais, qui nous accompagne et qui nous ouvre les portes de son jardin cette semaine. J'aimerais qu'on parle un petit peu aujourd'hui, je pense qu'il y en a dans ton jardin, des légumes racines, Sébastien. Oui, parce qu'il y a beaucoup de légumes oubliés dans les légumes racines, des légumes qui datent de la période de la guerre. Il y en a un que j'aime beaucoup, qui s'appelle le rutabaga. En fait, je crois que quand il y avait des réquisitions pendant la guerre, ils réquisitionnaient les pommes de terre et en fait, ils se sont retrouvés à devoir manger que ça. Donc chez les personnes âgées, en tout cas en France, c'était un légume qui avait mauvaise réputation. Je sais pas trop si c'était beaucoup cultivé ici, mais du coup, ça a été un légume oublié et qui revient un petit peu. On en trouve quand même pas mal maintenant dans les exploitations bio. Et c'est un légume sympathique, c'est une grosse racine, très grosse, c'est 4 fois un navet, ça peut avoir la taille d'un petit ballon de handball, quoi. Et ça a un goût qui est entre le chou et le navet. Voilà. C'est gros comme un céleri. Ouais, ça peut être gros comme un céleri, voilà, à peu près. Ouais. Et moi, c'est des saveurs que j'aime beaucoup. C'est vraiment des saveurs d'hiver. Voilà, j'ai une affection particulière parce que c'est des légumes oubliés qui ont été mis au rebut. Mais finalement, d'un point de vue nutritionnel, c'est intéressant. Ça pousse l'hiver. Ça permet d'avoir un légume alternatif l'hiver et pas toujours rester dans le cycle chou, courge, pommes de terre. Il y a autre chose. Il y a les poireaux, mais bon. Tu fais des choux aussi? Je fais des choux. C'est pareil que les courges. Les choux, c'est une famille gigantesque où il y a des centaines de variétés. On ne peut pas tout faire. On peut pas tout faire, mais plus on en fait, mieux c'est. Parce qu'après, on trouve quelque chose qui est adapté à notre sol, qui va plaire aux gens. C'est en essayant plein de choses qu'on arrive à détacher quelque chose qui va rentrer dans tous les critères qu'on cherche. En fait, il faut bannir la monoculture. Ah, ça c'est mon credo principal. Même à l'intérieur de mes bandes de culture, je mélange plusieurs légumes. Ça c'est une des bases du jardinage un peu naturel, parce que le bio c'est une chose, mais on parle en ce moment, il y a beaucoup des termes qui reviennent, permaculture, agroforesterie, enfin en tout cas de l'agroécologie. On essaie de faire de l'agriculture en essayant de comprendre comment ça fonctionne la nature, puisqu'on sort du système traditionnel, conventionnel, pesticides, engrais. Et moi j'aime bien cette idée de tout mélanger, de changer d'endroit, ça ressemble à un gigantesque bazar, mais en fait c'est un peu calculé quand même. Et combien de rangs de carottes, tu vas trouver un rang de fraises ou un rang de poireaux? On appelle ça des associations. Certaines propriétés de certains légumes vont être utilisées comme répulsifs pour certains. Alors c'est pas des astuces qui fonctionnent à l'absolu, c'est difficile sur des grands, mais on met des fleurs, on met des tournesols pour faire de l'ombre, mais voilà. Est-ce que tu mets des fleurs comestibles? Oui, il y a la bourrache, la première qui me vient en tête, le souci, Calendula officinalis, qui est le souci. Ouais, le souci. Je t'en amènerai. Non, mais moi je vous écoute parler, je suis ailleurs là. Je comprends rien du tout. Non, mais le souci, je sais même pas que c'était une fleur qui se mangeait. C'est une fleur orange, c'est utilisé en cosmétique, Calendula en fait. Ouais. Et la fleur se mange. J'en ai mangé là hier. C'est un goût, je crois que c'est un goût de vinaigre. Je me rappelle plus. Après, j'oublie le goût. Ça, on l'accueille, on prend les pétales, on tire. La bourrache, on mange la fleur entière. C'est un goût d'huître. La bourrache. Elle est bleutée, un bleu clair, presque transparent. C'est diaphane, on voit à travers. Toute petite fleur. Mais ça a un goût iodé. Voilà. Et ce sont des produits qu'on te demande dans des paniers Non, moi on me demande pas. C'est moi qui choisis. Voilà, c'est ça. Je m'amuse et dans les paniers on choisit pas ce qu'il y a, donc les gens découvrent. Ah d'accord, les gens ne choisissent pas, d'accord. Et c'est ça qui est bien. Ils découvrent et finalement ils sont contents de découvrir parce que ça les force à réfléchir, ça les remet dans la cuisine et des choses qu'ils n'auraient pas mangé, des produits vers lesquels ils ne seraient pas allés, finalement ils les trouvent bons parce qu'ils avaient des a priori comme j'ai pu avoir moi au début. Mais là il faut quand même accompagner je pense le client, parce que s'il y a un panier de fleurs qui se mange, il faut quand même le dire. Voilà, alors c'est pour ça que je suis un peu fou, c'est-à-dire que je livre les gens, je les rencontre parce que je leur livre directement le panier et je vais tout le temps m'arrêter peut-être 5 minutes quand je mets quelque chose de nouveau. Là ce dont on parlait la dernière fois, le chou pak choi, l'espèce de chou qui se mange comme une feuille de roquette ou de salade, je leur dis voilà, cette semaine vous avez ça dans le panier, vous pouvez le manger comme ça. Puis j'essaye, je teste, du coup moi aussi je goûte. Tu cuisines quand même? Oui. Quel temps? Ouais, la nuit.
Il faut m'envoyer des photos, je suis en train de faire ça. En tout cas, j'ai peut-être une idée. On sait que souvent, il y a des amuse-bouches qui sont proposées dans les restaurants. Pourquoi, David, ne pas proposer une fleur Ah oui. C'est parce que je suis sûr que ça va étonner les gens en disant voilà, vous pouvez la manger à l'Altroverse ou oui, tu peux faire une dégustation de légumes et de fleurs comme ça en apéro autour d'un bon vin. Pourquoi pas? C'est une très bonne légumes idée. du panier. Les légumes du panier. Une façon en tout cas de faire découvrir. Plutôt que de trouver des tapas, je dirais, d'autres pays. On peut tout mélanger, bien entendu, mais c'est vrai qu'on a la possibilité, que tu as raison de le dire, d'offrir une sélection de produits à découvrir de façon différente. Je suis sûr que ça pourrait avoir même un certain succès auprès en termes de saveurs, c'est génial. Il n'y a pas de limite, il y a toutes les saveurs en fait. Le salé, des saveurs qu'on va retrouver dans le poisson, il y a des saveurs qu'on va retrouver, il y a tout. En carotte, tu produis beaucoup de carottes? Alors moi la carotte j'ai laissé tomber parce que la carotte c'est quand même très difficile et il faut avoir le sol qui s'y prête. Chez moi c'est pas le cas. C'est un sol dur ou un sol mou plutôt là? Un sol souple, il faut qu'elle puisse descendre, il faut qu'elle trouve son sol, il faut un sol léger. Et c'est pas le cas chez moi. Sablonneux, quoi. Voilà. Après j'essaye quand même tous les ans, un jour j'y arriverai. C'est pas plus un légume qu'on fait plutôt vers le bord de mer? Enfin, toi, tu es plus en montagne? Non, c'est vraiment une question de sol. On peut avoir deux terrains qui se jouent, c'est avoir des sols différents. La science des sols, c'est encore une autre science, c'est très compliqué. Parce que l'Orteta Verach, ça se situe quand même en moyenne 460 mètres. Ouais. Et j'ai une montagne au-dessus, donc j'ai un courant d'air frais. J'ai avantage, inconvénient de la plaine, avantage, inconvénient de la montagne. Je suis un peu entre les deux. Sur le cadastre, je me rappelle, c'était une oliveraie, mon exploitation. Donc il y a des figuiers. Et à côté de ça, il y a des châtaigniers, il y a des pommiers, des cerisiers. Ah ouais, le châtaignier, c'est déjà quand même un arbre de montagne. Bon, on se quitte, Sébastien et David. On se donne rendez-vous demain, toujours avec Sébastien, pour le dernier jour de cette semaine. Et puis pour la recette de la semaine avec toi, David. Allez, à demain. À demain. Et merci de nous rejoindre dans ce vendredi 11h15. David, salut. C'est rock ce jingle. Ouais, il est très rock'n'roll. Hein. C'est rock. On remercie encore une fois Evelyne Ferry de nous avoir fait les voix. C'est toi qui joues sur la guitare, non? Oui, tout à fait. Auteur, compositeur et guitariste. On a Sébastien Bonardic avec nous cette semaine. Salut Sébastien. Salut. Dernier jour de la semaine. On se reverra peut-être une prochaine fois dans le courant de l'année pour parler champignons, pourquoi pas. Il y a tellement de choses à découvrir. On va en parler des champignons. Est-ce que sur ton exploitation on trouve des champignons? Alors, je l'ai dit dans la semaine, c'est un sous-bois, c'est une forêt. Il y a des grands chênes blancs. D'ailleurs, c'est une zone remarquable sur la commune de Tavers et même dans la vallée. C'est toute une zone où il n'y a que des chênes blancs. Et il y a plein de champignons qui poussent. Alors je m'y suis intéressé quand je me suis installé là-haut et j'ai appris à reconnaître tous les bolets, enfin pas tous les bolets, il y a énormément de bolets, donc les cèpes bronzés, cèpes d'été, j'en ai vraiment, j'avais mon livre, je regardais, je les ai tous retrouvés sur le terrain, même les pas bons, enfin même le pas bon parce qu'il y en a un ou deux il y en a un qui est toxique et un qui est pas très beau en goût, et puis après il y en a plein que j'ai pas pu reconnaître, mais il y a énormément de champignons, des girolles, des chanterelles cendrées, des amélides des Césars, des pleurotes. Pas des pleurotes, j'avais des trompettes de la mort. Trompette de la mort, c'est magnifique la trompette de la mort. Beaucoup de cèpes, beaucoup de cèpes. Et là encore, s'il y a beaucoup de chênes en même temps, je crois que c'est le champignon qui accompagne en général. Voilà. Après, il y a des cèpes qui poussent aussi sous les pins. Je crois que ça ne s'appelle pas cèpe des pins, quelque chose comme ça. Ah ben je l'ignorais ça. C'est vrai que c'est le champignon phare, je dirais, le cèpe. Mais là, encore une fois, comme on l'a dit, avec les herbes, toujours faire attention parce que quelquefois, il y en a qui sont sûrs d'eux, mais on peut aller toujours chez le pharmacien, je crois, qui peut le reconnaître. Parfois, les pharmaciens et dans le doute, laisser quoi. Mais après, les bolets, donc les cèpes, c'est les plus faciles parce qu'il y a très peu de confusion possible. Il y en a un qui est pas bon, qui s'appelle le bolet Satan. Bon, j'incite pas à aller manger n'importe quoi, mais c'est comme si on doit apprendre, il faut commencer par ça. Oui, parce que là, pour le coup, au mieux, c'est malade. Au pire, c'est la mort. Ouais. Alors les champignons à lamelles, il y en a vraiment beaucoup de confusion possible. Les champignons à tubes comme les cèpes, il y a très peu de confusion possible. Enfin, celui qu'on appelle la tête de nègre, par exemple, on peut pas le confondre. Il y en a aucun qui ressemble. Les gros cèpes, il y a pas de confusion. Le bolet Satan, il est blanc avec des veines rouges qui remontent sur le blanc. Enfin, il a une tête de méchant, quoi. Donc, oui, il a vraiment une tête pas belle. On ne ramasse que ce qu'on connaît. Voilà, toujours. Et surtout, rappelez qu'il suffit qu'il y en ait un dans le panier qui soit pas bon.
Il peut contaminer tous les autres. Donc dans le doute, on ramasse pas. Voilà, exactement. Alors on va passer à la recette de la semaine avec David. Alors la recette, c'est un cannelone de légumes aux champignons, puisqu'on parle des champignons. Justement. Puisqu'on parle des champignons. Alors pour 4 personnes, pour garnir 16 cannellones, il nous faut 500 g de champignons, donc un mélange que Sébastien nous aura préparé, girolles, cèpes, chanterelles. S'il pleut, oui. Chanterelles, oui, il faut qu'il pleuve un peu. Chanterelles, trompette de la mort, un peu de cèpes. Il faut 2 carottes, 2 oignons, 2 gousses d'ail, 3 côtes de blettes. On ne sait jamais quoi faire des côtes de blettes. On sait quoi faire de la blette, mais souvent on ne sait pas quoi faire de la côte de blettes. Donc la côte, je vous rappelle, c'est la partie blanche de la blette. Un poivron rouge, 2 œufs, une branche de céleri, 5 tranches de pain de mie de campagne, ça serait sympathique. 2 cuillères à soupe de farine, un demi-litre de lait entier, 500 g de tomme corse, sel, poivre, thym, herbe à baronne si on en trouve, et de la sauce tomate. Et il nous faut une béchamel, parce que dans la canne des cannellones, il y a la béchamel. Pour faire une béchamel, c'est très très simple. 35 g de beurre, 35 g de farine, un demi-litre de lait. Comment on procède? On va réaliser la farce de légumes. Alors on va tailler tous les légumes en brunoise. Je rappelle, la brunoise, ce sont des petits cubes de légumes. On va les faire sauter à l'huile d'olive avec l'oignon et l'ail ciselé. Ciselé, ça veut dire coupé très fin. On les fait sauter à l'huile d'olive et on rajoute les champignons. Et on va laisser cuire un petit moment. Il faut que ça soit assez sec, parce qu'il y a beaucoup d'eau dans les champignons. Il faut faire rendre leur eau aux champignons. Et on va laisser mijoter quelques temps. Si on voit que c'est pas cuit mais que ça accroche à la poêle, on déglace avec un peu d'eau, un peu de vin blanc. Et on va assaisonner sel, poivre, poivre de lentisque des frères Coq que je salue, poivre de genévrier, sel de fenouil. On en parlera prochainement. Et on va préparer donc notre farce. Une fois que la préparation est faite, on rajoute les herbes hachées, les œufs, le pain de mie imbibé dans le lait, comme on fait une farce classique, et on vient farcir les cannellones. Donc, selon les personnes que l'on recevra, 3-4 cannellones par personne, s'ils sont gourmands ou pas. Et on va mettre ça dans un plat à lasagne ou à cannellones. On va tapisser de fond d'une sauce tomate. On va rajouter nos cannellones. On va rajouter la deuxième couche de sauce tomate, un peu de béchamel et un peu de fromage râpé. Alors, ou de la tome ou du fromage râpé selon ce que l'on a. Et on cuit ça. Mental, ça marche. Et mental, ça marche, ouais. Si on a une vieille tome de Sartène, ça marche. C'est mieux. Ça marche aussi. Ou de Mamé, en bio. Oui. On le salue. On le salue et c'est très très bon. Et donc on va faire cuire ça au four une trentaine de minutes dans un four chaud à 160 degrés. Il faut que le cannellone soit tendre. Il faut que le fromage est fondu. Et on sert ça avec une petite salade ou sans rien comme ça, simplement gourmandise. Ou alors on s'en sert de part comme ça. On s'en sert de part. Voilà. Toi tu es fanatique des cannellones et des lasagnes. J'adore effectivement, le cannelone, lasagne, etc. Et tu en fais beaucoup justement, Mr. Oui. Quand tu viens, je fais quand tu viens. Essentiellement quand je viens. En tout cas, ça a l'air bien bon. Ça a vraiment l'air très bon. Et c'est facile. On rappelle qu'on peut retrouver toutes les recettes sur notre site internet www.alta-freguanza.com et non pas la com. Toutes les émissions de cette semaine avec Sébastien Bonnard, qu'on salue et qu'on remercie. Merci beaucoup. C'est moi qui vous remercie. À très bientôt. On rappelle, l'Ortier Taverac. Sur Facebook, on peut te retrouver, Sébastien? À ce nom-là. Voilà. Ok. À bientôt. À très bientôt. Et David. merci. À la semaine prochaine avec un nouvel invité.